coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que c'est l'année ou jamais et que cette année, ils vont aller enfin chercher ce titre ? Je dirais même que si cette année, ils ne la prennent pas, va falloir penser à enlever Arteta. Si ça passe pas, ce sera le symbole de la loose, en gros, on va dire. Mais contrairement à certaines autres personnes qui critiquent Cherki, nous, autour de cette table, Cherki, on regarde jouer, on prend du kiff. Je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Exactement. Et la rigueur qu'il est en train de mettre en place là va lui permettre de nous faire gagner la Coupe du Monde. Salah, depuis le début de saison, il n'y a pas eu un match où je l'ai vraiment vu être bon. On le sent perdu un peu, Salah. Très peu inspiré, pas du tout réaliste. Alors, en tant que Marseillais, Iliman Ndiaye, ça fait les étoiles dans les yeux en fait. Tu le revois jouer, tu sais que t'as le truc où il passe ce qu'il veut, il fait entre guillemets un peu ce qu'il veut. Mais il te met un extérieur du pied. Enfin, il est magnifique ce but. Celui contre Tottenham aussi. Non, celui-là, il a pas été compté celui-là. Bonjour à tous, bienvenue pour mon premier podcast. Aujourd'hui, on va parler football, on va parler Première Ligue et on va débriefer la première partie de saison. Pour le faire, à mes côtés, j'ai Driss. Comment ça va ? Ça va super, ravi d'être là. On a un beau programme, donc allons-y. Et j'ai aussi Joris. Comment tu vas ? Comment ça va les gars ? Début 2026, on est chaud. On est là pour parler PL. Eh ben, on a plein de choses à évoquer. On va parler d'Arsenal, on va parler de Manchester City, on va parler aussi des favoris qui déçoivent. On va vous donner les équipes, les joueurs qui nous ont plu sur la première partie de saison, mais aussi ceux qui nous ont déçus. Et pour commencer, forcément, on va parler d'Arsenal, qui est leader après 20 journées, avec 6 points d'avance sur Manchester City. Ça fait 3 saisons de suite qu'ils terminent deuxième, donc des saisons qui les ont finalement déçus. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est l'année ou jamais ? Alors effectivement, y a un débat qui se crée autour d'Arsenal parce que ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une évolution entre son arrivée, l'après Unai Emery, le pansement qui a été Unai Emery après Arsène Wenger. Et je trouve qu'Arteta a toujours progressé chaque saison, malgré le plafond qui ne dépassait pas la seconde place, beaucoup d'interrogations, une fanbase qui est incroyable à Londres. J'ai souvent cette proximité avec les fans d'Enix parce que c'est beaucoup d'attentes, des fans qui sont toujours exigeants, etc. Surtout qu'ils ont connu pas mal de belles choses dans les années 2000. Maintenant, voilà, ce qu'on peut noter sur Arsenal, c'est qu'il y a une progression. C'est que il y a des prospects qui ont grandi avec le projet. Je pense à Gabriel qui vient de Lille, je pense à Saliba qui a fait plusieurs passages en Ligue 1 avec Nice et Marseille. Et puis voilà, tu arrives à des choses qui sont plutôt concrètes, avec notamment un truc qui est très important, c'est le fait d'avoir doublé certains postes. Et cette année, tu notes encore plus, notamment avec Eze, notamment avec Trossard qui est arrivé aussi pendant cette route. Zubimendi, Hincapié. Exactement, Mosquera aussi qui était avant Hincapié ce troisième central. Timber aussi, son adaptation à être à droite. Ben White aussi qui est arrivé de Brighton alors que c'était un central au départ. Calafiori aussi. Donc on voit, ça touche. On parlera ensuite de Gyökeres, je pense que j'aurai un petit moment pour en parler aussi. Mais c'est vrai que le projet est en forme et ça n'a jamais été le cas, par exemple, pour United qui n'a jamais su taper du poing sur la table et être capable de vraiment relancer la machine. Et Arsenal a été capable de le faire malgré des années très compliquées où le club ne faisait même plus partie du top 4. Et c'est vrai que avec toute cette attente-là, ça peut peser chez les joueurs avec beaucoup d'attentes. Et je pense que cette saison-là, malgré certains traumatismes qui sont arrivés dans la course au titre, moi j'ai un souvenir avec la victoire à l'Emirates de City, avec Haaland, avec Grealish qui marque et qui tue les espoirs d'Arsenal alors qu'ils avaient quelques points d'avance. Et je me rappelle aussi d'un Boxing Day où la défaite contre West Ham et Fulham leur fait mal. Le proverbe qui raconte que tu peux perdre le titre en Boxing Day mais tu peux pas le gagner forcément. Donc voilà, il y a plein de choses à noter du côté d'Arsenal. Et puis il y a des arrivées très intéressantes. Gabi Heinze qui a été introduit dans le staff d'Arteta qui fait énormément de bien au niveau de tout ce qui est mis en place. Et puis, bien sûr, les points forts qui vous font faire parler, les corners, etc. Une équipe qui joue beaucoup moins dans le jeu, on va le noter aussi, mais c'est aussi avec la méforme d'Odegaard qui est revenu récemment, mais qu'on a perdu dans la création du jeu et qu'on a une équipe bien plus collective, qui se repose bien plus sur un collectif plutôt que dans des individualités.
Et on note ça parce que dans d'autres sports, maintenant, il y a beaucoup moins de franchise players, il y a beaucoup plus de collectifs. Et je pense que ça permet aussi au club d'être sur le devant de la scène et d'avoir 4 points d'avance sur 6 points d'avance. 6 points d'avance. Et du coup, tu as parlé de leur jeu, mais avant ça, Joris, toi, qu'est-ce que tu penses d'Arsenal et du Arsenal d'Arteta sur les dernières saisons? Et moi je dirais que cette année c'est le moment. On va dire, il y a de l'avance, ils l'ont déjà fait, mais cette année on a plus le sentiment que c'est pour eux. On se dit, allez, défensivement, ils sont imprenables. À part là, le dernier match à Bournemouth où ils prennent 2 buts, dont un donné par Gabriel, même s'il fait une super saison. On sait que, comme Driss l'a dit, les recrues, elles sont top. Tout le monde est au bon niveau. On va pas dire que c'est des bonnes recrues, parce que, c'est des bonnes recrues, mais quand tu mets 52 millions sur Madueke, tu peux avoir des doutes au début. Finalement, quand Saka est absent, il a pris le relais. On peut prendre l'exemple de Eze qui a été là quand Odegaard était absent, parce que Odegaard a été absent plus d'1 mois. Donc Arsenal n'a pas perdu pendant ce mois-là d'ailleurs. Tu perds à la création, Eze à combler. On peut dire aussi Timber, Calafiori, comme Driss l'a dit. De toute façon, les 4 défenseurs, c'est 4 centraux de base. Exactement. Et les 4 vont parfaitement au jeu d'Arteta, en fait. Ils sont pour Arteta. Le recrutement est fait pour Arteta, pour son système. Zubimendi qui recule entre les 2 centraux, ça libère dans le jeu. Donc non, franchement, le recrutement d'Arsenal, il montre que cette année, il voulait le titre. Et c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que là, c'est la première fois qu'Arsenal a vraiment un effectif aussi complet? Parce que même les années précédentes, quand ils étaient dans la course au titre, on voyait qu'il y avait toujours un peu des lacunes. Ils avaient souvent des blessés. Hein. C'était souvent le ou l'un des clubs qui avait le plus de blessés. Ouais, c'était ça. Et du coup, là, je pense que cette année, c'est vraiment un appel. Enfin, c'est un gros message qu'ils ont fait à Arteta. Hein. C'est bon. Là, on va te suivre. On va te mettre 2 joueurs minimum par poste, voire plus. Par contre, le titre, on le veut. Donc vous en avez pensé quoi du mercato en fait, d'Arsenal, tout simplement? C'est aussi ce qu'on reprochait à Arteta à un moment donné, c'est qu'il utilisait souvent beaucoup les mêmes joueurs, qu'il n'ouvrait pas son banc. Moi, le souvenir que j'ai, c'est la première fois qu'il ouvre un peu, c'est Nwaneri et d'autres, mais vraiment par intermittence. Alors qu'on lui demandait vraiment de faire confiance à... Ouais, mais Louskil, c'est encore... tu sais, ça arrive un peu plus tard. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Parce qu'il lui donne les clés aussi du jeu. Calafiori. Pendant le Real, l'année dernière, il a beaucoup de responsabilités dans la création du jeu, parce que vous savez, les latéraux, quand ils jouent en 4e mi-tard. Et puis, il y a aussi le côté où il a dû faire confiance à certains joueurs que lui ne faisait pas forcément confiance au début de saison. Ça leur a coûté énormément, parce qu'il y a une course au titre où Saliba se pète pendant 3 mois, et même j'ai vu une interview où les deux, Gabriel ne voulait vraiment pas qu'il se blesse, parce que vraiment c'était l'ossature de l'équipe, c'était vraiment une base très solide qui permettait à Arsenal de construire et de partir de derrière, et d'avoir aussi une solidité défensive exceptionnelle, parce que quoi qu'on en pense, les deux se sont révélés à Arsenal et ils ont été monstrueux, et on parle même d'eux comme les 2 meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc il y a pas mal d'aspects où Arteta a su changer de fusil d'épaule, a su s'adapter, et ça a permis à Arsenal de grandir avec ce projet, avoir un peu de crédibilité, parce que cette saison-là, ils vont gagner Bayern volait sur toute l'Europe, etc. On avait vraiment une impression de folie. Ouais, c'est une démonstration, le match contre le Bayern. Exactement, parce qu'il y a un trou du Bayern, et c'est là où Arsenal frappe, avec le but de Madueke, etc. Avec Saka qui sort vite, en plus sur blessure, Exactement. il y a vite des blessés. Donc, tu as cet aspect qu'ils ont pris en maturité, qu'ils étaient sortis contre le Bayern justement 2 ans auparavant très naïvement, et que le quart par exemple contre le Real, où l'attente était très grande, ils ont eu les épaules. Ils ont même eu le temps de trash talk au retour au Bernabeu, où Saka et Lewis Kelly étaient plutôt à l'aise. Donc ça montre que l'équipe grandit, même avec des gars jeunes. Que grâce à Zubimendi cette année, il y a 2 mecs aussi qui peuvent jouer plus haut, comme Declan Rice, comme Eze, sans avoir de soucis derrière. Ça libère Declan Rice. Et vraiment, c'est très intéressant. On a une équipe très complète et qui peut aller très loin sur tous les tableaux. Et du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que c'est l'année ou jamais, et que cette année, ils vont aller enfin chercher ce titre qu'ils ne sont pas remportés depuis de nombreuses années? Pour moi, c'est l'année, parce que, comme on l'a dit, le recrutement a été fait pour ça. Et je dirais même que si cette année, ils ne la prennent pas, va falloir penser à enlever Arteta. Parce qu'au final, ça reste plus que lui. Si ça passe pas, ce sera le symbole de la loose, en gros, on va dire. Donc, moi, je dirais que c'est cette année, parce que tu as ce sentiment où, en fait, ils peuvent avoir des blessés et il se passera rien par rapport aux années d'avant, où tu te disais, attention, si ça casse-pète, qu'est-ce qui se passe? Là, je dirais même, tu as des Gabriel Jesus qui reviennent. On sait que Saliba, Gabriel, un coup c'était l'un blessé, un coup c'était l'autre.
t'avais Hincapié, t'avais Mosquera. Contrairement aux années précédentes. Contrairement aux années précédentes, comme tu dis. Et même, il y a des joueurs qui sont à un top niveau. Timber, c'est top niveau. Calafiori aussi. Alors qu'on avait un peu des doutes sur les blessures, justement, c'était le problème. Et finalement, c'est top niveau. David Raya aussi, c'est un gardien exceptionnel. Il n'y a personne qui en parle trop, mais Ouais, c'est vrai, il est souvent là dans les gros matchs. Il a des gros moments, des grosses actions, des gros arrêts. Et pour gagner des titres, il te faut une grosse défense, un gros gardien. Et là, ils ont tout. Et tu as la capacité aussi de vraiment d'avoir de la polyvalence sur les postes. C'est-à-dire qu'Calafiori, si Gabriel n'est pas là, il peut se réaxer dans l'axe. Enfin, c'est la même chose, mais voilà, tu as plein de possibilités derrière. Ce que tu n'avais pas dans la course au titre plein de fois où tu étais obligé de descendre à l'époque par terre, où tu étais obligé de bricoler des choses. Et avec ça, tu pouvais pas gagner parce qu'en face, tu avais une équipe de City qui avait un banc. Ils sont tous titulaires dans leur équipe nationale. Que forcément, tu as un manque de réalisme quand il faut justement gagner des points, avoir des victoires de champion aussi. Gagner dans le temps additionnel, ça fait partie aussi d'un titre. Donc il y a plein de facteurs qui rentraient en jeu et je pense que cette année, ils sont armés pour tout jouer. Maintenant, Arteta devra bien gérer pour que ça aille au bout. Et justement, pour un peu finir sur le sujet Arsenal, on voit qu'Arsenal a l'air plus mature que jamais, mais par contre, c'est peut-être le Arsenal d'Arteta qui est peut-être le moins agréable à regarder jouer. Vous le voyez comment ce truc-là? Est-ce que vous dites c'est pas grave parce qu'en tant que supporter d'Arsenal, en fait maintenant limite le jeu c'est pas grave. Enfin c'est bien le jeu, mais en même temps là maintenant on veut gagner. Ou en même temps vous êtes un peu déçu que Arteta et Arsenal en général ils aient perdu ce truc qu'ils avaient il y a 2-3 ans d'être vraiment l'équipe la plus agréable à regarder jouer avec City. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je dirais que Arteta a surtout développé un nouveau jeu, on va dire. Il est beaucoup plus sur l'assise défensive et c'est des transitions ultra rapides par contre qui sont mises en place. Mais au final, je trouve que Arsenal c'est un jeu, on aime ou on n'aime pas. C'est complètement différent de Guardiola qui garde la balle, etc. Tiki-taka. Là, on est plus sur bloc bas et après on explose. Mais ils ont ce truc maintenant aussi de gagner contre les blocs bas, même contre les petites équipes. Ils peuvent faire un peu de jeu. Moi, je trouve que finalement, cette année, on parle un peu beaucoup du jeu. Au début, c'était une caricature, les corners, machin, etc. Mais je trouve que maintenant, ça marque quand même des buts. Enfin, il y a beaucoup d'actions. On est quand même sur une équipe qui essaye de produire un peu du jeu. Je trouve que c'est pas la folie comme à l'époque, comme tu disais. Mais ça joue quand même un peu Arsenal et je trouve que c'est un peu sous-estimé, on va dire, aussi sur ça. On était tombé dans la parodie à un moment. Enfin, oui. Ça ressemblait plus à rien. Il y a un match contre City il y a 2 ans, ou même moins, je crois, où Raya, il garde la balle un quart d'heure à chaque fois de faire une passe. Faut vous rappeler de ça, où il monte balle au pied, personne ne l'attaque parce que ils n'ont pas envie de déclencher un pressing et se prendre une vague derrière. Moi, je pense qu'on est arrivé à l'apogée de ce genre de système-là. C'était un peu n'importe quoi. Donc maintenant, c'est vrai que tu peux te permettre de perdre des ballons et d'avoir un contre-pressing et d'avoir tout de suite se retourner et tu as des joueurs pour finir les occasions. Contre Tottenham, le but de Trossard, le premier qui ouvre le score. Désolé, Shane, mais tu vois, ça vient en récupération haute. Tu as une louche de Eze, si je me rappelle bien. Donc tu as des joueurs qui sont capables d'être très créatifs dans le troisième partie du terrain. Et je pense que ça va être chirurgical si chacun trouve sa place, si tu as des bonnes stratégies, parce que forcément ça fait partie du jeu. Bon, de toute façon, on verra bien s'ils arrivent à aller chercher le titre, mais s'il y a bien un concurrent qui est capable de les mettre hors course, ou en tout cas de leur prendre le titre une nouvelle fois, ce serait Manchester City, qui est deuxième avec 6 points de retard. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première partie de saison des Citizens ? Un peu mitigé, on va dire. C'est un peu, on se demandait quel City on allait retrouver, parce que quand même la saison dernière, elle est pas catastrophique, mais il y a un moment où c'est très très compliqué, on avait très très peur. Et finalement, recrutement hyper efficace. Franchement, on va le dire. On a tous le même joueur en tête, mais Cherki, adaptation rapide malgré quelques blessures. Il est tout de suite dans le jeu. On sent que Guardiola, il l'aime beaucoup. Elle lui a fait du bien la blessure au final. Ouais, finalement, ouais. Et surtout, grosse connexion avec Haaland. Exact. Parce qu'il se trouve facilement. Enfin, je trouve que vraiment bonne connexion avec Haaland. Il y a aussi Tijani Reinders, que moi j'aime beaucoup, qui est un super même si finalement plus de rigueur, il a très bien commencé, et là depuis quelques semaines je trouve qu'il joue moins. Il marque hier, mais globalement c'est un peu moins bien, mais je pense quand même qu'il faut être patient avec lui, je pense. Très super enchaînement au pied gauche, mais il est moins utilisé par Guardiola dans certains matchs parce que
Guardiola, on connaît, il aime beaucoup le foot et il y a des matchs où il va mettre Foden, Doku, Cherki, Silva, Bernardo Haaland. Silva. Sur la même ligne. Sur la même ligne. Il y a c'est des fou. matchs contre le Real, j'ai un souvenir où c'est assez choquant et vraiment en 4-1, 4-1, voire 4-1, 5 devant. En fait, il y a tout le monde dans l'axe avec Cherki, Silva, ça tourne de partout. Et c'est fou que des mecs dans l'axe comme Cherki et Foden poussent un mec comme Bernardo Silva sur un côté. Ça montre que le niveau technique et le jeu dans la densité est exceptionnel du côté de City. Parce que de pousser Bernardo Silva, qui lui commençait à rentrer dans le cœur du jeu avec Guardiola, et sur ses années à City, il a pu jouer dans le cœur du jeu, on va pas se mentir, c'est un twinner, c'est quelqu'un qui, dans les petits espaces, excelle. Et il a été obligé de jouer sur la ligne, là où il est très bon. Hier, contre Chelsea, fait un match extraordinaire. Mais c'est vrai que voilà, on est un peu mitigé, mais City reste quand même le principal concurrent à Arsenal. Je pense qu'il y a aussi les mots de tête d'Arsenal qui leur font peur tout seuls, parce que City, les années précédentes, ils ont su faire la bonne accélération au bon moment pour gagner ce sprint. Mais c'est vrai qu'on avait eu peur l'hiver dernier avec des recrutements très aléatoires qui n'avaient pas du tout été bons sur le départ. Je pense à Nico Gonzalez, je pense à Kusanov, Marmouche également, qui n'avaient pas eu d'impact, par exemple, sur la double confrontation face au Real de Madrid, parce que voilà, c'était du recrutement à la Chelsea, c'était pas vraiment de but. J'ai pas l'impression que Guardiola avait validé tout ça. Et puis cet été, ça a été un peu plus rangé. Reichder, Cherki, des mecs pour combler aussi des manquements sur les années précédentes. Et moi, j'ai trouvé très intéressant. On donne le jeu à Cherki comme hier. On retrouve aussi un Rodri. Mais justement, l'action du but de Reichder où Cherki cherche un relais et on lui redonne la balle directement, parce qu'on sait que ce mec-là, il va pouvoir créer, il va pouvoir trouver une passe, mettre Haaland dans de bonnes conditions, comme face à Bournemouth, il fait 2 passes des 2 buts. Haaland met 2 buts. Donc vraiment, Guardiola essaie de retrouver une équipe à son image, même s'il a beaucoup moins de possession, etc. Et je trouve que le projet est sexy, en fait, de ouf. Ouais. Et que à long terme, et même avec un parcours européen très intéressant, il pourrait aller chercher une Ligue des Champions, alors que Guardiola, il a mis 6 ans avant de la gagner, tu vois. Donc je trouve ça très intéressant. Cherki, il trouve enfin de la régularité, parce qu'en France, ça l'allumait quand il ratait un match à Toulouse, etc. Là, il joue avec de la qualité, ça veut dire il envoie des mecs en profondeur, le ballon, ils vont les transformer, etc. Et puis dans la finition, il n'a pas de droite, pas de gauche. Un peu plus. Par Guardiola qui le cadre exactement, beaucoup. Exactement. Ça l'aide vraiment. Il a une vraie relation avec ce mec-là, et je pense que ça va l'aider et ça va le mettre très haut. Et la France en aura besoin au mois de juin. Toi, Joris, du coup, t'en penses quoi de l'acclimatation de Cherki là, depuis qu'il est arrivé à City ? Franchement surpris, parce que moi, j'étais pas un détracteur de Cherki, mais on connaissait le talent technique. Et je me disais, en fait, à force de voir, tu te dis, c'est un feignant. Finalement, tu sais, il a des qualités exceptionnelles et il joue un match sur 3. Et au final, Guardiola magicien, quoi, on va dire. Il le cadre direct. Et je suis surpris aussi de l'adaptation de Cherki, qui rentre direct dans le moule de City. Direct, qui fait ce que Guardiola lui demande, mais aussi des fois pas. Parce qu'on a le souvenir du but qu'ils mettent là à Nottingham, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, il lui dit de coller la ligne et lui, il se déplace dans l'axe. Au final, passe D. Ça lui donne raison, mais ça montre la confiance qu'il est en train de prendre, en fait. C'est fou de contredire Guardiola. Et puis, c'est notre football. Ouais. On va pas se mentir. De toute façon, il l'a dit même lui. Il a dit Guardiola, c'est mon football. Il l'a dit hier en interview. Mais contrairement à certaines autres personnes qui critiquent Cherki, nous, autour de cette table, Cherki, on regarde jouer, on prend du kiff. Je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Mais justement, j'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit qu'il y avait eu un avant et un après la blessure de Cherki, et je suis assez d'accord. Parce que déjà, juste en termes d'état physique, je ne sais pas si vous avez vu la photo, quand il est revenu de sa blessure, il était plus fit que jamais. Je ne l'avais jamais vu aussi fit depuis que je le suis et que je le vois jouer au foot. Et je trouve qu'il est même meilleur du coup dans le jeu aussi. Donc comment toi tu le juges l'avant-après Comment tu avais vu ces premières semaines avant qu'il se blesse ? En fait, moi, c'est un mec qui est imposant, grosse cuisse, gros gabarit, et je pense que ça lui sert aussi pour avoir un centre de gravité très bas. C'est un mec qui va jouer... garder le ballon. Ouais, et puis il a besoin de gros appuis pour les changements de direction, les feintes de corps, le mensonge du corps, etc. Donc forcément, moi, j'ai l'impression qu'il a besoin aussi d'avoir aussi une masse, tu vois. Brahim Diaz, là, à la CAN, gros mollet, gros truc, et pourtant, il pétille, il va très vite. Maintenant, je pense que Cherki aussi, il avait besoin d'un peu de fit. Moi, je suis pas médecin et tout, etc. Parce que c'est pas le plus rapide, Cherki. Ouais, exactement. On le voit, donc ça lui fait du bien aussi. Et dans sa longue interview chez l'équipe ou France Football il y a quelques temps, il expliquait que c'était un mec
qui devait pas jouer sur un côté. Parce que c'est pas un mec qui va déborder, etc. Lui, il va être dans le cœur du jeu parce que sa technique, c'est là où elle va prendre un peu plus, une plus grande dimension. C'est là où les ballons, ils arrivent un peu comme tu veux pas qu'ils arrivent. Il faut que tu les transformes, il faut que tu les laves et qu'il faut que tu en fasses une occasion pour ton potentiel attaquant. Maintenant, on savait, on a déjà entendu pas mal de fois les anecdotes de Nasri qui répète 10 fois. Ouais. Mais Guardiola, il a radé mon poids de corps, il m'a dit il faut que tu baisses encore 2 kilos. Je pense que ça a été le cas en fait. La légende s'est confirmée là et quand il fallait travailler, quand lui après en après-match il dit ça a été dur les fêtes, il fallait garder le poids. Je pense qu'on est dedans et voilà, il a une discipline. Certains à l'OL disaient qu'il arrivait en pantoufle et ça lui permettait pas de progresser ou de viser plus haut. Et c'était sûrement vrai, je pense. Parce qu'en fait, t'es dans ton club, t'es chez toi, t'es à la maison, t'as tes habitudes et ça lui a fait du bien justement de bouger, découvrir autre chose, un cadre en fait avec Guardiola. Mais certains pensaient que City, ça serait peut-être une marche trop haute tout de suite. Certains voyaient Cherki dans un club un peu intermédiaire et au final, pour l'instant, il leur montre qu'il n'avait pas besoin de ce club intermédiaire. Exactement. Et la rigueur qu'il est en train de mettre en place là va lui permettre de nous faire gagner la Coupe du Monde. Et on parle des recrues, Cherki, Reinders, etc. Mais il faut aussi noter Foden qui est très bien revenu par rapport à l'année dernière. Et Doku aussi, qui est en feu. Franchement, Doku, là, il y a moins bien sur les derniers matchs. Il a eu une petite blessure, je crois, qui a fait qu'il a raté un match. Donc là, il revient doucement. Mais Doku face à Liverpool, c'est ça? C'est contre Connor Bradley. Mais justement, je trouve que City, en fait, ce qui est fou pour l'instant, c'est que à chaque fois dans un match, tu as au moins une individualité qui ressort. Ça peut être Foden, ça peut être Haaland, ça peut être Cherki ou du coup Doku contre Liverpool. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils sont tout le temps tous en pleine forme dans le même match. Mais je me dis que quand ça va prendre un peu, où ils ont la même régularité, je pense que ça peut être très très fort parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plus un peu chacun leur tour. Alors, ça veut pas dire que les autres sont mauvais, mais il y en a toujours un qui va être vraiment plus en forme que les autres dans le même match. Et du coup, je pense que quand ça va vraiment prendre, ils vont être tous en forme en même temps, ça peut faire très mal, je pense. Mais c'est la mise en place des équipes qui sont très collectives maintenant. Il y a toujours une individualité qui va sortir sur un match. La dernière fois, Zubimendi met doublé avec 2 magnifiques buts. Eze ensuite. Là, City, c'est souvent Haaland, mais il y a d'autres clubs où, je sais pas, moi, il y a un gars dans un match, il va être sur un nuage de coups et il va permettre à l'équipe d'être clutch sur un match. C'est Sco ? Ouais, pas du tout. Mais ouais, moi je trouve ça intéressant que des fois, des mecs ils soient forts sur 90 minutes, ils te permettent de gagner un match et à la fin de la saison, tu verras que s'ils ont 3 points d'avance, s'ils ont 1 point d'avance, c'est que ce mec-là, il a été bon à ce moment-là. Donc ça fait partie aussi de cette mentale d'avoir des équipes meilleures collectivement plutôt que d'avoir un chef de meute ou un leader technique. Là, City, par exemple, t'en as plusieurs. De mettre Cherki Foden sur le même espace, c'est complètement dingue. Niveau technique, c'est la folie. Et au but du truc, tu vas te dire, mais c'est logique en fait qu'ils tournent. Ou alors qu'ils arrivent à se procurer des occasions, ou alors de mettre sur orbite Haaland. Parce que les mecs, techniquement, sur 1 mètre carré, dans une... comment on appelle ça, dans une cabine téléphonique, ils sont capables d'éliminer 3 mecs. Donc c'est exceptionnel. On a parlé du coup de City qui est sûrement le favori pour détrôner, pas vraiment détrôner parce qu'ils n'ont pas encore remporté le titre, mais pour passer devant Arsenal dans la course au titre. Mais il y a un favori qui déçoit, c'était peut-être le plus gros favori avant la saison avec le mercato qu'ils ont fait, avec je crois 500 millions d'euros dépensés, c'est Liverpool. Joris, au final ils sont un peu revenus au classement, là ils sont 4e, mais ils sont déjà un peu largués. J'ai plus le nombre de points, mais je crois qu'ils sont à une dizaine de points, 14 points d'Arsenal. Donc, qu'est-ce que toi t'en as pensé, Joris, de leur première partie de saison et de leur démarrage très raté ? Très très compliqué, surtout dans l'équilibre en fait. On l'a compris, comme tu as dit, 500 millions dépensés sur le mercato, c'est énorme. On s'est dit, attends, là, quand on a vu le mercato, moi personnellement, je me suis dit, l'APL ce sera facile, mais c'était surtout un recrutement pour Ligue des Champions un peu plus. Je m'étais dit, on va viser un peu Ligue des Champions. Et finalement, comme quoi on peut pas accumuler comme ça les joueurs, on s'en rend compte, il faut un équilibre, il faut une structure. Et là, d'ailleurs, jeudi, match hyper important contre Arsenal. On va voir pour Arsenal et pour Liverpool. Mais franchement, le début de saison, il est très, très décevant quand tu regardes. Et est-ce que... j'avais 2 idées en tête. La première, c'était que tu m'as dit que c'était pas forcément facile d'aligner plein de joueurs en même temps. J'ai un peu ce truc-là sur Football Manager, je sais pas si vous jouez, mais quand tu recrutes plein de joueurs en même temps, tu te dis tu vas être plus fort et en fait au début ça marche pas parce qu'en fait t'as tellement de nouveaux joueurs que ça fonctionne pas et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Liverpool. Et je sais pas si vous avez vu les derniers matchs là, de Liverpool contre Leeds et Fulham, mais c'est clairement pas rassurant avant d'affronter Arsenal.
Driss, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je trouve que je rejoins sur Joris sur le côté où vraiment je vois le recrutement. Je dis que ils sont en train de recréer une dynastie en fait. C'est-à-dire que tous les mecs qui avaient frappé la première ligue avec Trent, avec Robertson, ils ont tous comblé ce genre de départ, ou alors c'est manquement ou les formes qui baissent. Surtout que tu vas chercher Wirtz qui était convoité par tout le monde, qui était le premier choix de tout le monde, le Real et City le Bayern aussi. Exactement. D'ailleurs, il était en pôle pour le Bayern, je crois, il met faux bon au dernier moment, mais vraiment, tu te dis, là, ils vont tout casser. Et puis, il y a la gestion du recrutement d'Isaac et de Ekitike, pardon. J'en reparlerai plus tard, mais c'est vrai que je suis vraiment déçu parce que l'année dernière, tu te dis qu'ils ont une structure, ils savent comment jouer ensemble, et que si tu ajoutes de la qualité, bah, le groupe, il va faire que d'augmenter, en fait. Et au final, rien ne prend, il y a des blessures. Kirkez aussi ne valide pas aussi sa saison à Bournemouth. Très décevant. Ouais. Frimpong, moi, que j'avais eu pas des retours ou quoi, mais le fait qu'il était vraiment impressionnant sur son couloir et que c'est un mec que vraiment que tu ne peux pas arrêter. Lui aussi qui était annoncé dans plein de clubs. Exactement. Donc, tu as plein de trucs. Je pense la vraie recrue, c'est Ekitike, mais il y a Mamardashvili aussi qui avait signé quelques temps avant, qui sont dans le bon, en fait. Sinon, le reste, ça ne fusionne pas. Et le seul mec qui arrive à mettre en lien tout ça, c'est Ekitike. Et ce qui est fou, parce que justement, tu as dit c'est la meilleure recrue, alors que je pense que sur le papier, quand tu finis le mercato, Ekitike, c'est peut-être la 4e recrue qui est la plus importante sur le papier. Tu as Isaac, tu as Frimpong, tu as Wirtz qui passe avant en termes de joueurs où tu attends qu'ils vont vraiment être bons tout de suite. Ce qui fait peur, c'est qu'ils mettent 80 dessus. Et oui, ça c'est un autre, et c'est la pire des débat, recrues. C'est le mec que tu prends parce que tu penses pas qu'il va être titulaire. Mais c'est ce qui est fou, c'est qu'au final, c'est lui qui était peut-être pas le premier nom que tu t'imaginais vraiment marcher tout de suite à Liverpool dans les recrues qu'ils ont fait. Et au final, c'est lui. Donc, tant mieux pour Liverpool parce qu'au final, il cache beaucoup de choses compliquées à Liverpool. C'est l'arbre qui cache la forêt pour l'instant. Et puis, on peut le dire. T'as le phénomène de début de saison où ils arrachent tous leurs matchs dans le temps additionnel. Avec Rio Ngoma face à... contre Newcastle. Il y a plein d'autres matchs comme ça où vraiment ils s'en sortent miraculeusement aussi avec Chiesa aussi, je crois, un autre match. Il y avait une stat aussi sur l'apparition d'Ekitike quand il est titulaire, c'est 2,23 points contre 0,71 quand il n'est pas titulaire. Donc c'est un joueur qui évolue au poste de 10 en fait, qui met en lien tout le monde. Moi, la représentation que j'ai cette année de Ekitike, c'est le match avec l'équipe de France au Parc. Quand il rentre et qui met tout le monde en lumière. Et pour moi, c'est ça en fait. Et je pense que peu importe où il jouera, il aura cette capacité de faire du bien à tout le monde, de rendre meilleurs ses gars, de les impliquer aussi. Donc pour moi, c'est indispensable jusqu'à que Isaac retrouve un peu de son football. Parce que partir d'un club en lutte ou en mauvais terme, c'est jamais bon. Il va pas retourner à Waterline et mettre quadruplé. Puis surtout, comme il l'a fait Isaac, on le sait, tu loupes la prépa, tu loupes les premiers matchs, il était blessé, il revient. Surtout qu'il s'entraînait à part avec Newcastle. C'est ça, tu sais que déjà, c'est un peu bourbier. Et quand il recrute Isaac, justement, on se dit c'est mort pour Ekitike au début de l'année. Enfin, c'est ça, on se dit c'est mort. Ils mettent 150 sur lui, bien sûr, ils vont le faire jouer. Puis quand tu vois ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils l'ont, alors qu'Ekitike marqué plein de buts, ils l'ont un peu mis devant lui, un peu bon allez Isaac, de force. On t'a payé plus cher, il faut que tu sois meilleur que lui. Et ça n'a pas marché au final, parce qu'au final il est repassé un peu numéro 2. Il jouait soit en Ligue des Champions, soit en Première Ligue, il tournait un peu avec Ekitike. Et puis il a eu la blessure un peu triste contre Tottenham, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je voulais aussi qu'on en parle. But, c'est West Ham. Oui. Contre un relégable, donc c'est pas fou quoi. C'est très décevant, mais il y a autre chose, parce que si Liverpool déçoit, il y en a un qui déçoit aussi beaucoup. Il était dans la course au Ballon d'Or. J'ai plus son classement, mais je crois qu'il a fini dans le top 5 au Ballon d'Or remporté par Dembélé. C'est Salah. Salah, depuis le début de saison, il n'y a pas eu un match où je l'ai vraiment vu être bon. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de sa saison et comment vous l'expliquez? Comment vous voyez ça? Il met son but à la première journée comme tous les ans, déjà. Ouais. Et contrairement à son début de saison dernière, qui vraiment c'est le jour et la nuit, parce qu'il était parti pour casser la baraque. Et cette saison, il est plus en bout de chaîne du projet et du système de jeu de Liverpool, c'est-à-dire qu'on le retrouve même plus dans ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire être aux abords de la surface, et même si son style n'est pas très
très, très beau à voir, c'était très efficace depuis de nombreuses années en Première Ligue. Et que vraiment, c'était un mec chirurgical qui avait le don de savoir où est le but sans forcément beaucoup le regarder. Et ouais, ça... On le sent perdu un peu, ça, là. Et puis, t'as le sentiment aussi qu'il se préserve pour la CAN. Tu te dis peut-être que c'est ça, peut-être qu'il n'est pas impliqué, qu'il a d'autres choses en tête, parce que s'il gagne la CAN, là, il passera dans un autre statut niveau africain. Ça pourrait vraiment être le joueur tout confondu africain de l'histoire. Et je pense qu'il y avait un peu de ça. Moi, j'y croyais pas au début. Mais c'est vrai que du côté de Liverpool, on le voyait pas tranchant, on le voyait très peu en bout de chaîne quand les occasions finissaient à droite. Et il a été très peu inspiré, pas du tout réaliste. Et puis il a raté des occasions. Et puis même techniquement, en fait, moi je trouve ça choquant. Il rate des contrôles, il rate des conduites de balle. Plus personne. Qu'en fait, avant c'était naturel, quoi, c'était fluide. Et là maintenant, on sent qu'il est vraiment pas en confiance. Bon là, il a marqué contre le Bénin. Ils ont gagné 3-1 à l'Égypte, donc il va pas revenir tout de suite à Liverpool. Mais justement, c'était ma question, parce qu'on se rappelle qu'avant juste qu'il parte à la CAN, il y avait le gros clash avec les médias par rapport à Slot qu'il avait mis sur le banc plusieurs fois de suite. J'ai pas forcément envie de vous dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, mais surtout comment vous voyez la suite, parce qu'il va forcément revenir de la CAN à un moment. Slot, est-ce qu'il sera encore là à ce moment-là? C'est aussi la question, parce que je pense que si tu perds Arsenal et que c'est violent, je pense que Slot sort après ça. Mais comment vous voyez la suite entre Salah et Slot et Liverpool? Pour moi, je pense que c'est déjà réglé, parce qu'en fait, finalement, il y a cet épisode où il fait la sortie qui est complètement lunaire, en vrai. D'un mec comme ça, là, un peu choqué. On a toujours pensé que c'était le bon gars qui dit pas grand-chose et tout. Et là, il revendique des choses. Bon, on peut être d'accord avec lui. La gestion, elle est cata. Mais le fait d'en parler devant tout le monde, devant une parce caméra. que la saison d'avant, ils s'entendent bien quand même. Ouais, puis non, mais tu peux pas faire ça quand t'es un cadre du vestiaire, parce que finalement, je sais pas à quel point ça lui a fait du mal de perdre Arnold, parce qu'il a quand même joué pendant 7-8 ans avec Arnold derrière lui. Tu changes des habitudes à avoir quelqu'un de nouveau derrière. Parce que les deux, c'était les joueurs avec qui il était le plus impliqué à Liverpool. Luis Diaz et Trent. Ouais, exactement. Et surtout, tu te dis, en fait, maintenant, t'es le patron du... Enfin, ça l'était déjà, mais tu te dis, maintenant, t'es encore plus le patron du vestiaire. Il reste qui? Alisson, Van Dijk, toi? Et même tes patrons, t'as l'impression qu'ils sont un peu plus déconnectés. Van Dijk, je sais pas s'il a déjà atteint un niveau aussi bas depuis qu'il est là. Konaté, il fait une saison qui est quand même très décevante. Pour la peine, il a même perdu sa place en équipe de France. Donc c'est vrai que c'est assez décevant. Mais vous le voyez comment, justement, s'il fallait faire une petite prédiction sur Slot Salah, les deux sautent, est-ce qu'il y en a qu'un qui saute, et dans ce cas-là, qui saute? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste un petit détour pour Van Dijk, Konaté. Les deux se ressemblent dans la performance. Quand l'un est fébrile, l'autre l'est aussi. C'est ça. Et exactement. Que Van Dijk, quand il recommence à être fébrile, a donné son boule sur 20 mètres parce que le mec avance. Il y avait le but de Semenyo, il y a eu un autre aussi où il les laisse arriver. Ça, faudra le corriger. Maintenant, ça là, j'ai pas la recette en fait, parce que c'est lui qui l'a. C'est lui qui a marché sur la Première Ligue pendant de nombreuses années. Je sais pas s'il arrive en bout de course, et là ce serait une très grosse erreur de Liverpool parce qu'ils l'ont prolongé l'année dernière, et c'était un énorme débat parce que lui aussi avait relancé des pistes comme le Paris Saint-Germain, etc. Et forcément ça fait monter les enchères. Maintenant, je sais pas quoi faire avec ce mec, parce que j'ai entendu aussi des trucs, mais je pense pas que ce soit vrai, comme quoi l'agent l'a poussé l'a proposé au Real, etc. Je pense pas que ce soit très réel, mais en tout cas, si Liverpool et Salah ne trouvent pas un terrain d'entente, surtout si Salah retrouve pas une forme, ça va être très compliqué à gérer. Moi, je pense qu'il y a un peu de la réponse dans ce que Driss a dit. Ils l'ont prolongé l'été dernier, donc je vois pas dans quel monde tu le vends. Et la solution, ce sera Slot qui va sauter, et puis la solution, c'est malheureusement, on sait où c'est l'Arabie Saoudite, forcément. Il y a que ça pour les sauver. Il y avait déjà eu ce débat-là au moment de la prolongation. Donc forcément, c'est un échappatoire quand tu as un gros salaire et que tu peux plus rien faire avec. Je pense pas que ça, là, ils vont le payer encore 2 ans. Ce serait une absurdité, à part si il revient et qu'il casse tout là. Mais je vais pas l'enterrer, loin de là. Parce que ça, là, on connaît quand même, même si c'est pas du tout beau à voir, que c'est pas rassurant, ça conduit 2 balles en Caterpillar, ça marche, quoi. Et le mec est trop fort. Mais malheureusement, sur ces 4 mois-là, il a pas réussi à être aussi technique. Et on a retrouvé le Salah de la double confrontation face au PSG. Incapable de faire quelque chose, muselé par Nuno Mendes. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il a été beaucoup moins bon.
On va passer à la suite du podcast avec la deuxième partie où on va plus un peu donner nos avis, les joueurs, les clubs qui nous ont déçus ou qui nous ont plu sur la première partie de saison. On va faire aussi à la fin nos pronostics sur la suite. Si Liverpool a déçu, il y a un autre gros club qui déçoit et surtout depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est Chelsea. Et toi, Joris, du coup, c'est le club qui t'a le plus déçu sur la première partie de saison? Moi, c'est Chelsea, c'est mon flop. Parce qu'en fait, on est sur un truc où ça empile les bons joueurs. Tu te dis, le recrutement, tu te dis, bon, c'est cata de faire ça. T'empiles 70 millions sur Joao Pedro, tu mets 35 sur Delap, tu mets 40 sur Estevao, tu mets 40 par-ci, par-là, Garnacho. Tu te dis, bah, normalement, quand tu vois ça, tu te dis, c'est festival offensif. C'est le cirque. Pour moi, ça part dans tous les sens. Et au final, il se passe rien à Chelsea. Et là, tu vois même que c'est géré n'importe comment, parce que Maresca, il est élu coach du mois en novembre, si je dis pas de bêtises, et il est viré là début du mois, et l'excuse, c'est mauvais résultats en décembre. Tu te dis, c'est pas possible. Le gars, il est coach du mois en novembre, et le mois d'après, il se fait virer, parce qu'il fait 2 nuls, dont un, je crois, contre Arsenal. Ils font nul au début du mois, et contre Newcastle là-bas. Enfin, c'est pas ridicule comme résultat, on va dire. Il n'y a pas grand monde qui pourrait se targuer en PL de dire que c'est ridicule de faire ça. Et franchement, ouais, déçu. Pourtant, tu trouves des mecs comme Reece James, nouveau poste. Bah, merci Maresca, justement, qui le repositionne. Exactement. Moins de blessures, meilleur dans le jeu. Caicedo, Fernandez, c'est monstrueux. T'as réussi à relancer Chalobah. Quand Chalobah y joue, c'est bon. Cucurella, top défenseur. En fait, tout va bien, sauf devant, quoi. C'est ça, et moi, c'est mon flop, parce que quand tu vois toutes les recrues, tu te dis ça va être feu d'artifice, et au final, t'as rien, quoi. Et toi, du coup, Driss, tu vas nous parler d'un autre club qui est en Ligue des Champions et de Newcastle, du coup. Newcastle, c'est l'éternel recommencement parce que voilà, on en parlait souvent et que Joris d'ailleurs hors émission, c'était une équipe qui avait un choix de recrutement excellent. T'avais des ambitions avec des joueurs qui étaient prospects dans leur club. Je pense à Isaac, je pense à Guimarães, je pense à plein de joueurs qu'ils ont réussi à ramener chez eux, à blinder, Tonali aussi. Tonali, ouais. Et ils ont réussi à les faire grandir. Alors vraiment avec des belles réputations, des joueurs très solides, fiables, qui commencent d'ailleurs depuis un moment déjà à être très bons ensemble, à se connaître, etc. Et il y a 2 ans, ils sont même une référence en Europe à partir de la phase de poule de Ligue des Champions. Ils mettent 4-0 PSG qui va en demi après. Dans une ambiance de dingue. Sublime. Un contre-pressing étouffant. C'est-à-dire les mecs, ils ont un volume de jeu, mais c'est n'importe quoi. T'as la suspension de Tonali qui te pénalise pas. Mais Tonali, moi j'ai un match en tête, c'est au Parc contre la France, où il revient de 2 ans de suspension. Il se fait un match à 13 km en 70 minutes. Et cette année, t'as l'impression qu'Edjiwo, il a trouvé. En fait, il touche le plafond avec sa tête, tu vois. Il est pas. Il joue bloc bas alors que les milieux se connaissent par cœur. Il joue en transition alors que devant, Voltoma 2, c'est pas forcément ce qui lui plaît plus. Tu ramènes Wissa, il est blessé dès août, je crois, et il est revenu il y a 2 semaines et il a marqué 2 buts. T'as Gordon qui est bon, mais qui, pour moi, ne confirme pas sa saison dernière. Harvey Barnes qui a que 3 buts et il a mis un doublé contre City. T'as Murphy aussi qui est très irrégulier. Elanga. Et puis Elanga qui va vite, mais t'as surtout le vrai problème de Newcastle, qui est 2 équipes différentes quand ça joue à domicile et quand ça joue à l'extérieur. Exactement, parce que à l'extérieur, on l'a vu en Ligue des Champions face à l'OM, ils sont capables de vraiment déconnecter. Ouais. C'est-à-dire, ils reviennent à la pause, Nick Pope, il sort sur 30 mètres, et Obama, il met 2 vrais buts de BU, et du coup, tu perds des points. Sachant qu'en Ligue des Champions, ils étaient plutôt bien. Leur premier match contre Barça, ils sont très très forts. Ouais, 2-2. C'est 2-1. gros non, 2-2. Non, ils perdent 2-1 parce que le but, il est hors jeu à la fin. Ah oui, ouais. Et t'as un match où Rashford il illumine le match, mais sinon vraiment ils auraient pu faire je crois qu'ils sont top 8 déjà, ils sont sortis du top 8 mais ils sont 9e ou 10e. Et ouais, comme tu disais, en fait t'as une vraie différence entre l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur, donc ça aussi faudrait m'expliquer, parce que on a l'impression de juger un peu l'OM avec Sampaoli qui était très bon à l'extérieur et mauvais à domicile, ensuite avec Tudor très bon à domicile, mauvais à l'extérieur, là avec De Zerbi c'est un peu mitigé, etc. T'as un secteur défensif aussi qui est beaucoup moins pertinent, à l'image de Liverpool, où vraiment c'est fébrile sur certaines séquences, alors que
bloc bas, forcément, il faut que tu aies une base solide. Et moi, je veux revenir aussi sur le milieu de terrain. Quand tu as un milieu de terrain avec autant de talent, Joe Linton, etc., pour moi, tu dois avoir beaucoup plus d'ambition dans le jeu. Tu dois arrêter d'être minimaliste sur tes idées. Et je pense qu'avec cette équipe-là, tu pourrais viser très haut, prendre des risques. Si Newcastle ne se qualifie pas, sincèrement, et qui en Europe qui va crier au scandale? Tu pourrais produire du jeu, tu pourrais aller chercher des top équipes sur des matchs et ton train-train de Première Ligue serait beaucoup plus plaisant à regarder et ça donnerait envie aussi à d'autres joueurs de venir. Parce que là, tu es en train de fermer des mecs. L'arrivée de Wissa, pour moi, qui va être très positif parce que c'est très bien, mais maintenant, tu as Voltoma 2 dans les pattes, donc ça va être très compliqué de jauger les deux parce que quand l'un est sur le terrain, ils sont complètement différents dans leur registre. Oui, ça, il va prendre la profondeur. Voltoma 2 est pas si mauvais. Oui, de saison, il fait un très très beau début de saison. Là. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus d'incidence sur le but en indice. Donc c'est très intéressant. Mais tu as des joueurs de couloir aussi qui sont beaucoup moins impactants que les années précédentes. Donc je cherchais un peu plus de continuité par rapport aux années précédentes qui étaient vraiment très bonnes. Et je suis un peu déçu. Leur première victoire, c'est le 13 septembre aussi face aux Wolves. Donc ça montre aussi qu'ils ont eu beaucoup de temps au démarrage, ils ont mis beaucoup de temps à être à un bon rythme et puis ça n'a pas été fameux aussi ensuite, donc très problématique Newcastle et j'en attendais plus de cette équipe qui m'avait beaucoup donné les années précédentes. On a dit que Newcastle, ils avaient une problématique, c'est d'être bon à domicile et d'être mauvais à l'extérieur. Moi, l'équipe qui m'a le plus déçu, c'est une équipe qui a la problématique inverse. C'est-à-dire qu'on est, donc Tottenham, si je ne me trompe pas, c'est la 17e équipe à domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est la 2e ou 3e meilleure équipe de Première Ligue. Et forcément, en tant que supporter, c'est l'équipe qui m'a le plus déçu. Parce que, en fait, outre le fait que tu as un nouvel entraîneur qui arrive et que tu t'imagines que ça va changer, l'année dernière, avec Ange Postecoglou, si on enlève l'Europa League en Première Ligue, tu ne sais pas comment il tient son poste. Le Tottenham perd quasiment à tous les matchs. Tu perds à domicile contre des clubs qui sont bien abordables, enfin des matchs que tu dois gagner tous les jours, avec un jeu très décevant. Et en fait, on est finalement sur la même continuité. Tu as eu un début de saison qui était pas mal, comme souvent avec Tottenham, quand tu bats Manchester City, tu bats Burnley, et en fait tu te dis putain, ça marche bien avec Thomas Frank et tout, ça va être pas mal. Et finalement, City, il est exceptionnel. Ouais, après City, je les compte pas ces matchs-là parce que chaque année on les gagne, alors qu'on peut être dans la meilleure forme de notre saison, dans la pire, on les bat. On a gros sur le cœur. C'est lunaire. Mais franchement, Tottenham, c'est la déception pour moi, parce qu'en fait, si je mets outre le fait que je supporte ce club, quand tu vois les investissements, tu as quand même eu des recrues cet été, tu as eu Kudus, t'as Paligna qui est venu en prêt. Un stade de ouf. Tu as un stade de ouf, mais finalement un stade qui n'aide pas forcément, parce que tu n'as pas une super ambiance. Ouais. Honnêtement, j'y ai été plusieurs fois, tu n'as pas une super ambiance. Tu as des supporters qui vont être plutôt à râler, à siffler ces joueurs. Après, malheureusement, aujourd'hui, c'est à juste titre. Mais franchement, tu as un jeu qui est décevant, tu as des résultats qui ne suivent pas. Franchement, dans presque 19 autres clubs de Première Ligue, je pense que Franck ne serait pas l'entraîneur aujourd'hui. Mais t'es déçu de l'animation que les coachs proposent dans ce club, parce que les joueurs, franchement, le recrutement était plutôt sexy. Le recrutement est pas mal. Après, t'as quand même beaucoup de joueurs moyens plus, je trouve, à Tottenham. T'as pas vraiment de joueurs de Ligue des Champions. Après, Franck, il l'a dit, même si je trouve pas que ça se dise forcément, Tottenham n'est pas une équipe de Ligue des Champions. On est en Ligue des Champions parce qu'on a gagné l'Europa League. En gros, c'est ce qu'il a dit. Même si c'est un peu vrai, parce qu'il n'a pas tort. Il a pas tort. Ça se dit peut-être pas comme ça aux médias, mais ça reste un peu vrai. Mais moi, je suis déçu, mais je trouve que ça montre juste que les dirigeants, ils vont un peu dans tous les sens. Parce que Tottenham, son identité, c'est en gros, c'est un jeu fluide de possession vers l'avant avec de la transition off. Et en fait, t'avais Pochettino qui proposait un super jeu. Derrière, t'es allé sur du Conte, du Mourinho, un style plus défensif. Ensuite, t'es allé sur du Nuno Espirito Santo. Après, t'es revenu sur du Postecoglou, qui a un football total, offensif, 100% risque. Et derrière, tu repars sur un Thomas Frank qui est dans un autre système. Et en fait, j'ai l'impression que tu vas à droite, à gauche. Et forcément, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de direction claire pour l'instant. Et puis en plus, ta direction claire, elle est à l'opposé des valeurs du club. Et justement, c'est ce que les supporters aujourd'hui reprochent. C'est qu'en fait, limite, aujourd'hui, les supporters Tottenham, ils préféreraient perdre si en fait on jouait bien. Et là, en fait, on perd les matchs ou on fait match nul et en plus, on joue pas bien. Donc, franchement, et puis t'as Xavi Simons, en fait, on l'a pas cité, mais ça reste aussi la recrue qui prend le numéro de Son, qui est du coup la recrue la plus attendue. Et en fait, tout ça. Je trouve pas, moi. Je pense Kudus, le statut de Kudus, parce qu'il arrive en bombe. Moi, je suis pas sûr. Moi, Simon, je m'en fous que millions, il y a tout le monde qui en parle. Moi, je m'en fous que Xavi arrive, parce que je sais que c'est pas un joueur exceptionnel et puis il est en descente à Leipzig. Mais quand je vois Kudus arriver avec ses premiers mois, ça fit bien avec Richarlison tout de suite.
Papentasar, il fait un match exceptionnel face à City. Et tu penses que Tottenham va être une vraie machine à écraser tout le monde, et ça stoppe net et ça redescend un peu dans leurs pires erreurs. Après, Kudus sort d'une saison très moyenne avec West Ham, et au Très final, moyenne, mais il arrive avec... Oui, mais je suis pas sûr que tu t'attends à ce que Kudus ça soit le meilleur joueur de Première Ligue. Alors que Simon, tu t'y attends pas, mais ça reste un grand nom. C'est Formé Masia, l'éternel. Barça, Paris. Ouais, mais c'est un l'éternel Il fait gars des grosses saisons à Leipzig quand même. Il y a tout le monde qui en parle à un moment. Mais c'est l'éternel gars que tu vas pour parler. Le retour au PSG aussi, ça en parlait. Ouais, mais c'est l'éternel gars, genre... Enfin, pas exceptionnel, quoi. Il est bon parce qu'il a du talent. C'est un bon dribbleur, mais... Moi, je trouve que sa coupe, elle fait tout, en fait. Et c'est pas ça qui... Enfin, je trouve qu'il a plus de flow que de talent. Non, mais c'est même pas ça. C'est, en fait, il reste avec une certaine cote parce que c'est un joueur atypique. Mais moi, ce que je veux, c'est des résultats. Et j'ai jamais vu sur la scène européenne faire un match renversant qui a complètement transformé. Je l'ai vu rentrer contre Arsenal, mais il s'est fait bouger de tous les côtés. Declan Rice, il le balaye à un moment où ça part un peu. Moi, j'en attends plus de d'autres joueurs, et je pensais que c'était plus un peu un fantasme d'aller chercher Simmons plutôt que d'aller confirmer avec des mecs plutôt plus intéressants, parce que t'as encore Solanke. Solanke, on ne sait pas s'il a encore envie. C'est comme Kulusevski, on les a pas vus depuis un an et demi. Moi, porté disparu. Même si ces mecs-là jouent pas, j'ai plus d'espérance sur un BU qui était bon en Première Ligue plutôt que, je sais pas, même Kolo Muani. Moi, ça m'avait plus attiré que Xavi Simons. Après, Kolo Muani, il est pas mauvais, mais c'est qu'il est quand même pas très adroit devant la cage. Il a peu d'occasions, et puis même quand il en a, il est pas très efficace. Il a pas marqué encore. Donc bon, après ça reste un prêt. En Ligue des Champions ? Non, il a pas marqué. Hein. Okay. Il avait été très bon contre Copenhague. Si, il a marqué contre Paris, non ? Oui, il a marqué doublé contre Paris, pardon. Ouais, il a marqué. J'y à la maison. J'y étais en plus, je suis con. Et avec son masque, parce qu'il était blessé. On va passer au sujet suivant. Dans des contextes, il est bon. Au sujet suivant, parce que là on a parlé des clubs qui nous ont déçus, mais à l'inverse, je pense que vous avez forcément un club qui vous a plu sur la première partie de saison, un club coup de cœur, ou un club où vous avez envie d'en parler. Et du coup, Joris, on va commencer avec toi. Tu as envie de nous parler de Brentford. Ouais, coup de cœur sur Brentford, parce que faut récompenser un peu les clubs qui taffent bien, on va dire. Donc tu vends tes deux meilleurs joueurs, Mbeumo, Wissa, t'en as parlé avec Wissa à Newcastle. 130 millions, tu te dis, oula, t'enlèves les deux meilleurs joueurs et aussi les deux meilleurs buteurs, parce que ça reste les joueurs qui marquaient le plus. Et en fait, tu restes compétitif. T'as un Igor Thiago qui sort de nulle part. Le mec a acheté 30 millions de Bruges. Ensuite, il se blesse, il se fait les croisés pendant un an. Tu te dis, c'est mort, le mec, il reviendra pas. Puis il te fait un début de saison. C'est deuxième meilleur attaquant de PL après Haaland. Il marque toutes ses occasions. T'as des joueurs comme Kevin Chadeux, des petits jeunes qui rongeaient un peu leur frein sur le banc quand il y avait Mbeumo, Wissa, qui jouait un peu aussi, mais pas trop de temps de jeu. Et là, il se montre totalement. Tu prends des joueurs comme Jordan Anderson, la Renaissance. Ouais. Le mec, il revient de... Il va aller décrocher sa place pour la Coupe du Monde, je crois. Hein. Ouais, il mérite en plus. Il fait l'image de vraiment... Chaka, les mitards comme ça. Là... Mais trop utile. Des mecs qui sont trop utiles pour un club. Direct, tu viens, tu rajoutes une aura de capitaine, en fait. Le mec, c'est des capitaines naturels. Et t'as des mecs comme ça, t'as même des petits jeunes. Tu prends Kayode, qui est peut-être l'un des meilleurs latérales de Première Ligue là sur le début de saison. Le mec, il fait les longues touches sur 30 mètres, il y a occasion de but à chaque fois. Enfin, franchement, non, vraiment surpris de Brentford. Fallait en parler. Des mecs comme Damsgaard, qu'on avait vu à l'Euro il y a 4 ans. On s'était dit, quel crack. Et là, le mec, il réapparaît. Non, franchement, surpris de Brentford. Et il fallait en parler, parce que coup de cœur, ça marque, ça part dans tous les sens. Et puis, ils sont 8e, en plus. Et ils peuvent jouer l'Europe cette année. Il y a quelque chose à jouer, je pense. Et toi, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé une seule fois, Driss, parce que Liverpool déçoit, Chelsea déçoit, Tottenham déçoit, mais il y a un club qui surprend et qui est dans la course au titre au final, c'est Aston Villa. Et du coup, toi, c'est ton club coup de cœur de la première partie de saison. Ouais, je pense que c'est assez logique. C'est pas une grosse surprise. C'est une équipe étonnante qui est au contact de City, d'Arsenal. C'est vrai qu'il y a un trou qui s'est créé avec le 4e, mais c'est vrai que ils ont tenté des coups qui étaient plutôt intéressants l'année dernière. Grosse saison. Ils font Asensio en prêt, Rashford l'hiver qui est très clutch, parce que t'as Roger et celui qui est parti à Newcastle, c'est Jacob Ramsey. Ouais, Ramsey. Ouais. Et du coup, tu supplées ces deux postes. T'as l'occasion vraiment de changer à chaque fois. Asensio fait des gros débuts. Dissassi aussi dépanne, parce que des fois, Matika se faisait souvent envoyer défensivement. Et puis, au mois d'août, t'as le contre-coup directement de cette saison-là. C'est-à-dire qu'il démarre mal. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure, même sur le match amico, c'était pas très très bien. Et puis ensuite, tu as 2 mois catastrophiques. Leur première victoire, c'est le 25 septembre. Oui, les 5 premiers matchs, ils les gagnent 25 pas. septembre, première victoire. Et là, ils sont 3e au contact. Enfin, 6 points d'Arsenal aussi.
Parce qu'ils sont à égalité de points avec City. Je sais pas s'ils ont pas un point de retard sur City à vérifier, mais en tout cas, ils sont à 6 ou 7 points d'Arsenal. Et Unai, à la fin du mois, il est sur la sellette. Ils sont à égalité, ouais. Et ouais, tu te dis, en fait, on est arrivé à la fin du processus où Unai Emery a délivré tout ce qu'il pouvait faire. C'est un coach qui, malgré avoir subi la plus grande désillusion de l'histoire du football, lui, il est encore là. Ses idées sont plutôt simples parce que le match qu'on voit hier, c'est des idées simples avec aussi un esprit collectif où les joueurs vont soit avoir de la verticalité ensemble et ça va pas mettre en valeur les joueurs de côté pour des 1 contre 1, etc. Aussi, on pourrait parler de la gestion que Watkins a mis en avant il y a quelques semaines là, en disant que Unai Emery était un superbe coach au niveau de la gestion alors qu'il l'a benché, etc. Qu'il est à 2 doigts de casser la carrière à Sancho parce que la dernière fois il lui fait le coup tu rentres à la 25e et tu ressors à l'heure de jeu. Moi, c'est des trucs que je déteste. Mais au final, sur le long terme, sur une saison, il arrive à mettre en place de belles choses. C'est un groupe qui commence aussi à se connaître. Moi, toute la saison, je vais me battre pour que Camara ait la Coupe du Monde parce que ce qu'il fait, c'est encore exceptionnel. Et la seule défaite sur leurs 15 derniers matchs, c'est quand il est suspendu. C'est quelqu'un qui, malgré que balle au pied ne soit pas exceptionnel et hier aussi ça leur coûte une grosse occasion à un moment à 0-0 où ils peuvent prendre un but dès le début, mais sinon dans la récupération, dans la simplicité du jeu, Boubacar Kamara est l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue et je pense que ils vont pouvoir construire quelque chose avec ce petit trou qui s'est déjà formé sur le 4e. Je pense qu'ils s'assurent déjà l'Europe. Maintenant, il va falloir continuer sur 2 mois avec ce rythme-là parce qu'ils font le boulot contre les équipes du midfield, etc. Franchement, ils sont très bons. Et puis, par intermittence, tu as aussi un Watkins qui peut être un très bon attaquant. Hier, il met un but de taré. De fou, ouais. Il se retourne sur pétard, un pied, direct. Pétard. Donc, Aston Villa, équipe très sexy. De tenter des coups aussi un peu à la Nice, de relancer des mecs qui sont pas vraiment bons. Sancho, Rashford, c'était très intelligent parce que Rashford, il est à 2 doigts d'envoyer Aston Villa en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Contre le PSG. Que sans Donnarumma, Asensio, il marque contre son équipe qui le prête. Franchement, c'est une équipe qui me plaît. C'est aussi en Angleterre une équipe un peu symbolique parce que c'est l'équipe du Prince Harry, etc. C'est Birmingham, etc. Donc forcément, c'est une équipe qui est au milieu de tous ces sujets-là. Et puis, t'as un mitard que tu peux changer souvent. Moi, j'aime beaucoup le Yuri Tillmans avec Amadou Onana qui joue très peu avec Bouba, d'ailleurs. Les deux sont rarement ensemble. Mais t'as doublé tes postes aussi, parce que Lucas Digne et Madsen changent souvent. Matty Cash, il a une doublure, c'est des fois Bogard, qui est normalement mitard, mais qui joue des fois à droite. Unai Emery avait ramené Pau Torres à une époque, donc c'est une équipe qui relance Lindelof, même des joueurs morts. Même plus que morts. Alors c'est Phil Jones, Lindelof. Mais ouais, que Unai Emery arrive à avoir ce regain, c'est exceptionnel, parce que franchement, tout le monde aurait été plombé et pour redémarrer une machine et surtout être sur le podium actuellement. J'ai aussi remarqué qu'il faisait beaucoup plus confiance à son banc. Il y a un nul en début de saison face à Newcastle où ils prennent un rouge de Kansa à l'heure de jeu et il fait qu'un changement dans cette rencontre et son équipe souffre et même à 10, des fois tu peux jouer la victoire et il le fait pas, il fait rentrer que Malen, je crois. Et là, c'est vrai qu'il ouvre beaucoup plus son blanc, il fait confiance et puis son jeu est tellement simple. Il y a toujours un gars libre. Ça me rappelle l'OM de Sampaoli où beaucoup d'activités entre les lignes, etc. Même si c'est des efforts qui ne servent à rien, des fois tu trouves des mecs et ça ouvre des portes, etc. Donc c'est très intéressant. Et j'ai vu cette différence sur le coaching. Il s'est corrigé lui-même là où certains coachs n'arrivent pas à faire ce changement-là. Type Amorim qui souvent reste sur ses idées et ça colle pas. Il a le pire pourcentage, etc. On n'en a pas parlé, mais voilà, je trouve que Unai Emery fait une bonne saison et sa remise en cause a permis, sa remise en question a permis à Aston Villa de recoller et d'être potentiellement qualifiable pour la Ligue des Champions. Donc c'est incroyable pour une équipe qui n'a pas forcément le banc de Liverpool ou d'autres, mais des joueurs très intéressants. Vous avez parlé de 2 équipes qui jouent pour l'instant le haut de tableau. Moi, je vais parler en équipe coup de cœur d'une équipe qui est en bas de tableau et qui est dans la course au maintien. C'est Leeds. Déjà, moi, Leeds, j'aimais beaucoup à l'époque de Marcelo Bielsa. Donc, j'avais été un peu déçu quand ils sont descendus. Finalement, ils sont remontés. Et en fait, ce que j'aime bien avec Leeds, déjà, c'est le stade est quand même très mythique. Il est sympa. Il y a une grosse ambiance. C'est dur d'aller gagner à Leeds. Même s'ils ont une équipe très clairement d'un niveau semi-championship, semi-première ligue en termes de qualité.
Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que début décembre, Daniel Farke était sur la sellette. Ils allaient jouer, je crois, Chelsea et Liverpool, et ils lui ont dit s'il n'y a pas des résultats positifs dans ces 2 matchs-là, Mauvais timing. tu retournes en Allemagne. Et finalement, ils sont sur une série de 7 matchs sans défaite, avec 2 nuls contre Liverpool, un nul contre United, une victoire contre Chelsea. Et c'est pas des résultats immérités où en fait ils ont mis le bloc bas pendant tout le match et finalement le résultat est pour eux. C'est que les performances, ils sont allés les chercher au mérite. Alors ils ont pas le plus beau jeu de première ligue, mais ils ont leur jeu, c'est de la transition, c'est très agressif, et franchement moi j'espère que Leeds va se maintenir, parce que voilà, Sunderland c'est le meilleur promu de la saison, mais moi j'aime bien Leeds, et puis je trouve que ça serait sympa de les revoir l'année prochaine. Et je trouve ça beau parce que souvent on sait qu'en première ligue, et encore plus que dans n'importe quel championnat, quand ça va mal, le coach, on le vire direct. Et au final, Leeds, ils avaient mis un petit coup de pression au coach, mais finalement, ils lui ont fait confiance, parce qu'ils auraient pu le virer directement après les mauvais résultats. Et finalement, ça a marché. Donc moi, je lui souhaite de rester sur la saison, parce qu'il avait fait une belle saison avec Leeds en Championship. Donc voilà, moi, Leeds, c'est clairement mon coup de cœur de la première partie de saison, et j'espère que ça va continuer pour eux. On passe à la suite. On va parler du coup du MVP, ça va être, je pense, rapide, parce qu'on est tous d'accord, qu'on en a parlé un peu avant. Et du coup, notre MVP, c'est Erling Haaland. Donc, je ne sais pas qui va en parler, mais en tout cas, on était d'accord là-dessus. Le cyborg, tout simplement. Trop efficace. Et là encore, il a un petit creux. Je crois que sur les 3-4 derniers matchs, il n'a pas marqué. Donc, c'est pour dire, 20 matchs, 19 buts, et sur les 3-4 derniers, tu marques pas. Donc, les stats, elles sont folles. Il est trop fort devant la cage. Hier, crochet, pétard, poteau, tu te demandes comment c'est pas en lucarne. Enfin, hier, c'est un but quand même. Ouais, il faut le compter comme un but celui-là. Ouais. Mais non, franchement, Haaland, c'est trop au-dessus. Pour moi, je vois que lui pour l'instant MVP, parce que il survole le championnat en fait. Et puis t'as sa connexion avec Cherki, qui est quand même qui te donne envie de te poser devant les matchs de Manchester City maintenant. Et puis moi, là où ça renforce son côté MVP, ça n'a rien à voir avec la Première Ligue, c'est sa qualification avec la Norvège. Le fait qu'il soit qualifié avec la Norvège, alors que la Norvège, je sais pas de quand date leur dernière qualification. Contrairement à des Suédois qui n'arrivent même pas à aller en barrage. Finalement, si, ils y sont. Si, ils y sont avec la Ligue des Nations. Finalement, ouais. Alors qu'ils ont fini dernier. La Ligue des Nations, ils ont eu de la chance. Mais on verra si ça passe pour eux. Mais je trouve que ça renforce son côté vraiment l'homme de première ligue de la première partie de saison. Ouais. Et surtout que c'est ce qu'on disait sur Arsenal. Toi, tu avais pensé à Zubimendi, il y avait Gabriel aussi qu'on pourrait citer. Mais c'est plus un collectif. Alors que Haaland, ça reste l'individualité qui ressort de City. Donc. Il fallait ressortir quelque chose parmi une équipe collective malgré tout. Donc c'est vrai qu'on a pensé à ces deux-là. Mais au-delà de ses stats, Erling Haaland, je le trouve beaucoup plus subtil cette saison avec City. Ouais, dans le jeu. C'est beaucoup moins rustre. Tu vois, bizarre. Oui, machin. voilà. Là, des fois, c'était vraiment je touche le ballon pour toucher le ballon. Là, c'est vrai que c'est un peu plus intéressant. Il y a des remises qui sont intéressantes. Ça permet aussi de beaucoup attirer les joueurs. Je sais pas si vous avez l'occasion de Gyökeres hier contre Bournemouth. Non, c'était samedi. Il attire 5 mecs et Martinelli marque ensuite. Et lui, il est beaucoup dans ça, Haaland. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire des courses aussi dans le dos. Il va très vite. Une fois que le ballon est à proximité de lui, personne ne va le retoucher. Et c'est vrai que des fois, sur des déviations, sur des remises, sur des décalages, c'est beaucoup mieux que sa première année où il gagne la Ligue des Champions. Donc, intéressant. Et si ça continue comme ça, je pense qu'ils arriveront à garder un peu un contact sur Arsenal, malgré que ce soit une équipe qui tourne vraiment très fort. Bon, du coup, on a dit qu'Haaland était notre MVP, mais on a réussi par contre à ressortir un autre joueur coup de cœur. Donc toi, du coup, toi, t'as pas vraiment réussi finalement, Joris. T'hésitais entre deux joueurs. Je te laisse en parler. Un petit mot quand même sur Everton, parce que en tant que Marseillais, Iliman Ndiaye, ça fait les étoiles dans les yeux en fait. Tu le revois jouer, tu sais que t'as le truc où il dribble. Il passe ce qu'il veut, il fait entre guillemets un peu ce qu'il veut, mais même s'il stat un peu moins là sur il est à la CAN, c'est pour ça. Il est à la CAN, ouais, mais avant il stat un peu moins aussi. Mais en fait, il passe ce qu'il veut et tu sens que dans les duels, dans les dribbles, je crois que c'est un des joueurs qui réussit le plus de dribbles en première ligue. Et du coup, Iliman Ndiaye impressionnant, et je parle de son penchant aussi de l'autre côté, Jack Grealish, la renaissance. Franchement, trop content de revoir des joueurs comme ça. Revenir, tu le revois avancer en fait, tu revois le Grealish qui prend la balle face au jeu, qui avance, qui provoque, qui centre parce qu'il a toujours un pied de fou. Hier ils prennent 4-2 mais il fait encore 2 passes décisives, 2 centres de malade. Donc je crois que c'est 2 buts, 6 passes décisives pour Grealish, 4 buts, 2 passes D pour Iliman Ndiaye. Donc petit mot sur les 2 ailiers d'Everton. Et toi, du coup, Driss, c'est un autre joueur qui est à la CAN. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris que ce soit ton coup de cœur. Mais du coup, c'est Bryan Mbeumo. Non, mais je voulais un peu diversifier et aller sur des équipes qu'on n'a pas parlé, parce que faut savoir qu'on ne peut pas aller sur toutes les équipes malgré qu'on aimerait en parler. Mais Mbeumo,
parce que y a le côté où j'avais peur qu'il déçoit comme toutes les recrues d'United, qu'il ne soit pas dans la continuité de son année à Brentford l'année dernière où il a été excellent, que ce soit dans les buts, dans les passes D, dans l'implication dans le jeu. Que son arrivée a provoqué aussi le fait de descendre un rang Bruno, parce que Bruno était obligé de créer des choses en fait dans cette équipe qui était très triste et qui n'arrivait pas forcément à être belle à voir jouer. Mais Mbeumo, je suis très content qu'il soit là parce qu'il a une vraie patte gauche, qu'il a une confiance incroyable. Il est capable de... j'ai vu souvent tenter des gestes plutôt un peu olé, tu vois, sur des demi-volées ou alors des trucs acrobatiques ou même dans la provoque, etc. Il a des joueurs aussi avec qui il pourrait combiner et faire très mal. Je pense à Cunha qui est dans les interlignes, qui est très à l'aise techniquement, etc. Pour combiner. Malheureusement, il manque un mec sur lequel tu peux t'appuyer parce que Sesco, c'est de la merde. Donc, je suis très content de le voir à United. C'est quelqu'un qui pourrait être aussi, qui pourrait aider Bruno à porter cette équipe. Et si United finit bien, ou en tout cas après le licenciement de Amorim, c'est quelqu'un qui va sûrement aider le club plutôt que de le payer pour rien comme la moitié de l'équipe. Et je voulais le mettre en avant dans ce qui est compliqué pour United, qui a retrouvé quand même des couleurs sur les derniers mois ou sur les dernières semaines. Même si ça n'a pas suffi. Exactement. Les déclats aident, parce qu'on va pas se mentir, la déclat aide le licenciement. Je veux pas être... je suis pas entraîneur, je suis le général manager. Non, je suis venu pour être manager, mais j'étais coach. Ça a aidé parce que le mec, j'aurais pu l'aider à le soutenir, etc. Mais du début à la fin, dans les déclats, c'était ignoble, catastrophique. Alors que dans le jeu, tu pouvais le soutenir parce qu'il a des idées. Ce qu'il faisait au Sporting, c'était incroyable. Sur les premiers mois, ils écrasent tout le monde, ils gagnent City, etc. Mais c'est vrai qu'à United, il n'a jamais réussi à mettre sa patte. Et puis, j'ai vu une stat passer, c'était son pourcentage en victoire. Il a 35. C'est pitoyable. Dites-vous, Moïse, qui était décrié à la mort, il a 50%. Donc la marge elle fait peur. Il y a eu 7 coachs depuis Sir Alex Ferguson. Celui qui a le plus gros pourcentage, c'est Mourinho. Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas pour vous, mais c'est vrai que moi, ça me fait chier qu'Amorim parte. J'ai tendance à dire qu'il faut laisser du temps à certains coachs comme Maresca parce qu'ils ont des idées et franchement, les mettre en place, les inculquer, c'est compliqué. C'est comme si tu voulais, comme si tu disais à Tuchel, vas-y, faut que ton équipe elle joue aussi bien que Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. Donc non, c'est pas comme ça. Mais malheureusement, là, on lui a donné beaucoup trop de temps sans forcément de bons résultats. Et je pense que Mbeumo peut réussir à faire, en tout cas, maintenir United dans le top 10. Moi, je sais pas si vous vous souvenez du joueur que je vous ai dit en joueur coup de cœur. Est-ce que vous en rappelez ? Je suis pas sûr. C'est un autre gaucher qui est dans un club londonien, mais je pense que vous avez oublié. Du coup, moi, mon joueur coup de cœur, c'est clairement Harry Wilson. Ouais. Parce qu'hier, il marque contre Liverpool, mais c'est même pas spécialement que pour ça. Déjà, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé dans la saison en Championship avec Derby County. Il était coaché par Frank Lampard et il avait marqué 18 buts dans la saison. Je sais pas si c'était en Championship ou toute compétition confondue, mais il a marqué 18 buts. T'as fait un TikTok sur lui ? Ouais. Et puis il était vraiment, franchement, il était vraiment bon. Au final, Derby County, ils sont pas montés. Je crois que c'était la saison un peu concurrence avec le Leeds de Bielsa. Et entre-temps, il est allé à Bournemouth, il est allé à Cardiff, il y a eu du bon, du moins bon. Là, depuis 2021, c'est pareil, c'était un peu irrégulier. Et là, cette année, c'est peut-être sa meilleure saison avec Fulham. Il est à 6 buts et 4 passes décisives. Et franchement, moi, je trouve que c'est un super joueur. Son but contre Palace, je sais pas si vous l'avez vu, mais il te met un extérieur du pied qui va finalement pas dans le petit filet à droite, mais il va dans le filet à gauche. Enfin, il est magnifique ce but. Celui contre Tottenham aussi. Non, celui-là, il a pas été compté celui-là. Mais franchement, je trouve que c'est un super joueur, que ce soit à regarder jouer ou en termes même, il est très adroit devant la cage. Il a un bon pied gauche, une bonne vision du jeu. Et puis il est en fin de contrat en juin. Donc en fait, je me dis que ça reste un joueur que j'ai envie de suivre et j'ai envie de voir ce qui va se passer pour lui. Est-ce qu'il va prolonger ? J'ai du mal à y croire, j'avoue. Donc soit cet hiver, ça va être un joueur qui va peut-être être sur le départ. Ou alors, du coup, cet été, librement. Mais en tout cas, c'est un joueur que moi, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est clairement mon joueur coup de cœur de la saison. Bon, là, on a parlé de nos coups de cœur. On a parlé du MVP qui, pour nous, est Erling Haaland. Mais du coup, maintenant, on va donner le joueur qui nous a déçus. Et toi, du coup, Joris, c'est Xavi Simons. Ouais, obligé de parler de Xavi Simons parce que 70 millions, la recrue phare de Tottenham. On se souvient qu'il y a l'épisode Here We Go de Fabrizio Romano avec Morgan Gibbs-White. Tu te dis, ils vont lui mettre quelqu'un dans les pattes. Au final, il a personne. Il commence la saison, Maddison se blesse.
Donc en gros, les clés du camion, entre guillemets. Et au final, pas très impactant dans le jeu, pas dans les stats. Du coup, ça se ressent pas. Il prend des cartons rouges. Il est un peu à côté de ses pompes, on va dire. Mais bon, c'est à l'image un peu de Tottenham, malheureusement. Et là où j'ai envie de le défendre rapidement, c'est que Thomas Frank lui a pas vraiment donné les clés du camion finalement. Sur le papier, on a l'impression que c'était pour lui, mais en fait, il était très souvent remplaçant. Quand il était dans un bon match ou un match pas mal où tu as envie de te dire, allez, laisse-lui encore un peu de temps de jeu pour qu'il s'acclimate à la première ligue, tu lui le sors à la 60e. Il y avait ce moment où en fait à chaque match il sortait à la 60e et Simons, on le voyait un peu être déçu, râler. Et moi j'ai envie d'attendre la deuxième partie de saison pour Simons. Je pense que là ça allait beaucoup mieux depuis avant son carton rouge, ça allait beaucoup mieux. Il avait marqué en Ligue des Champions et en Première Ligue. Moi j'ai envie d'être patient avec lui, mais je comprends totalement, ça reste l'un des flops quand tu vois le 70 prix, millions. Ça reste l'un des flops de la première partie de saison. Par contre, toi, Driss, du coup, tu vas nous parler de Pedro Neto. Alors, c'est pas un flop forcément, c'est plus joueur qui t'a déçu. Ouais. Déçu, ouais, mais j'aurais aimé un peu plus de temps pour développer, mais c'est vrai que je suis un peu dur avec lui, sachant qu'il égalise déjà sa meilleure saison 2020-2021 avec Wolverhampton où il met 5 buts. Là, il a 3 passes, et son record c'est 9 il y a 2 ans. Moi, pourquoi c'est Neto ? Parce que avec tout ce qu'il produit sur les courses, les éliminations, les débuts d'occasion, etc. C'est vrai que je suis un peu déçu sur le dernier geste, en fait, le dernier crochet, la dernière passe, le dernier tir. On l'a encore vu hier où il croque un truc phénoménal. Et puis surtout avec la grosse absence de Palmer où vraiment je lui aurais donné les clés en termes de production, etc. Il était plutôt excellent. Mais c'est vrai que dans le dernier geste, moi, ça me pêche beaucoup trop. Et je pense que limite, il aurait pu déjà être en 10-10 au milieu de saison. Et là, il aurait passé un statut. Même hier, Enzo Fernandez, c'est un peu horrible ce qu'il fait, mais tu vois, il lui dit c'est là la cage, tu vois, en mode fallait que tu finisses, t'avais pas le droit de rater ça. Il y a aussi le côté dissuasif de Donnarumma qui doit prendre toute la cage, même si t'es à 3 mètres des buts. Donc un peu déçu de ça. C'est vrai que je pense que c'était ce début de saison qui aurait pu le faire passer comme vraiment un bon joueur. Peut-être accrocher une place de titulaire aussi à la Coupe du Monde, parce que je pense qu'il y en a, parce que les AO et tout ça déçoit à mort. Mais c'est vrai que j'en attendais un peu plus, surtout avec l'absence de Palmer. Moi, du coup, forcément, sur un joueur qui m'a déçu, c'est un joueur Tottenham, ce sera Romero. Parce que Romero, l'été dernier, j'étais persuadé qu'il signerait à l'Atlético. Et en fait, finalement, il reste. Il est nommé capitaine à la place de Son, qui part aux États-Unis. Et en fait, un peu comme Tottenham, il fait un bon début de saison. Il marque contre Paris en finale de Supercoupe. Il est bon sur les premiers matchs. Et finalement, on retrouve le Romero de Tottenham. C'est-à-dire un Romero qui est très irrégulier, qui n'a pas forcément envie de jouer à tous les matchs. Et donc, quand il n'a pas envie de jouer, tu le ressens direct. Il fait des conneries, des mauvaises relances. Là, sur les derniers matchs avant qu'il prenne son deuxième jaune contre Liverpool, il faisait n'importe quoi à tous les matchs. Là, contre Sunderland, j'ai vu qu'il n'avait pas été non plus très très bon. Donc moi, je suis très déçu de lui, parce qu'en fait, c'est censé être ton capitaine. Un joueur qui a un niveau de fou en finale de l'Europa League, il avait été exceptionnel. En plus, j'étais au stade, j'étais choqué. Il avait traumatisé tous les joueurs de Manchester United. À la fin, même Maguire, il voulait se battre avec lui. En fait, tellement il est rentré dans leur tête. Il voulait se remplir avec. Donc, moi, je suis très déçu de Romero. Et franchement, c'est dommage que ça reste ton leader. Et c'était censé être lui qui mène un peu Tottenham vers une remontée un peu intéressante. On va finir avec nos petits pronos sur la deuxième partie de saison. On va faire ça bien. Donc, vous allez me donner votre top 5 et puis les 3 clubs déjà que vous voyez descendre à la fin de saison. Driss, je te laisse commencer. Moi, ça bouge pas. Enfin, un peu. Arsenal, City, Aston Villa, Chelsea, Liverpool. Je vois pas Liverpool avoir un énorme regain. Donc voilà, et les mêmes qui redescendent pour moi. Ok. Donc, actuellement. Donc ce serait West Ham, Wolverhampton, Burnley. Exact. Toi, Joris, t'as les 3 mêmes qui descendent. Ouais, non, moi j'ai Nottingham qui descend. Okay. Parce que je vois West Ham qui fait un gros mercato, là, gros début de mercato hivernal, donc on sait jamais, ils vont envoyer des pétards un peu partout, 30 là, on sait jamais. Et par contre, moi pour le top 5, j'ai Arsenal qui gagne son premier titre depuis 22 ans. City, Liverpool, je les vois bien remonter. Aston Villa, il va y avoir un petit creux. Et moi, j'ai une petite piécette sur Newcastle qui est en train de bien revenir et ça va revenir un peu, ça va se remettre en place, je pense. Et toi, moi du coup je pense que City passera devant Arsenal. Je pense que en toute objectivité vraiment en mettant tout de côté, je pense que Arsenal gagnera pas le titre. J'imagine. Et puis après honnêtement je pense qu'Aston Villa passera peut-être 4e, par contre que Liverpool basculera 3e et que Chelsea sera le 5e. Et en bas je pense que West Ham va descendre. Je vois bien Wolverhampton basculer devant Burnley 19e, mais ça changera pas grand chose. Et qui descendront du coup en Championship.
Pour finir, vous allez me donner votre souhait sur la deuxième partie de saison et aussi un petit avis un peu unpopular, un truc qui pourrait être un peu original. Joris, je te laisse commencer. Moi, mon petit souhait, c'est qu'on ait, comme on est en ce moment, une bonne petite fin de course au titre en Première Ligue, que ça soit pas joué 5-6 journées avant, quoi. Qu'on soit vraiment sur la fin, sur le bien bon. jusqu'en mai. Bien, ouais, jusqu'à la fin. Moi, je veux ça, c'est mon petit souhait. Et petite unpopulaire, on n'en a pas trop parlé, même si Driss a un peu abordé le sujet, mais Morgan Rogers, pour moi, meilleure saison, il fera une meilleure saison que Saka ou Foden et il va arriver en bombe à la Coupe du Monde. Avec une place de titulaire ou pas ? Titulaire complètement, il chaud. va gagner sa place. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il l'a pas déjà un peu gagné, vu que sur les derniers rassemblements, il marque, etc. Pour moi, Rogers, ce sera titulaire et en bombe à la Coupe du Monde. Avec Tourelle, ça bouge beaucoup. Et toi, du coup, Driss, tes souhaits, c'était de revoir certains joueurs un peu plus sur les terrains. Ouais, moi, Mainou, Wesley Fofana et Marmouche, je veux que ça joue. Parce que trop de talent dans ça, même avec Bakwa aussi, que j'aimerais plus voir avec Nottingham et pourquoi pas finir en bombe pour aller chercher un autre club parce que ça a l'air d'être un bourbier là-bas. Mais ouais, les 3 joueurs que j'ai cités, j'ai envie de les voir parce que je pense que c'est le futur de la Première Ligue et voilà. Bah moi, mon souhait, ça n'a rien à voir avec des joueurs. Ça va être le fait d'arrêter de voir des touches longues à tous les matchs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça a marché un peu sur certains clubs en début de saison, notamment Brentford qui a marqué plusieurs fois comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu as Tottenham, tu as Arsenal, et je peux t'en citer d'autres, mais tu as au moins 7-8 clubs qui utilisent les touches tout le temps. Donc je trouve que ça casse le rythme des matchs. C'est et la puis culture en plus, la culture de Stoke City un peu. Non, la culture À l'ancienne. du n'importe quoi dans la surface. Bah c'est ça, mais c'est surtout que je trouve que c'est une perte de temps, que c'est pas si efficace que ça. En fait, je trouve ça dommage. Et en fait, là où je trouve que déjà que chez les jeunes, c'est dur de travailler les touches. Je parle des jeunes U11, U13, c'est dur de travailler les touches. En fait, ils savent pas vraiment quoi faire. Bah si en plus tu leur montres un exemple de faire des touches longues, bah, tu peux même pas prendre exemple sur les mecs qui peuvent te faire rêver et qui sont censés montrer l'exemple. Alors c'est pas une raison, parce que les coachs ils voient quoi ? Ils voient un atout stratégique pour pouvoir marquer, créer du danger. Mais finalement, les touches en pro ne sont pas forcément tout le temps bonnes. Et puis, est-ce que ça crée vraiment du danger ? Je suis même pas sûr. Donc moi, honnêtement, j'aimerais qu'on voit moins de clubs qui utilisent les touches longues. Normalement, c'était réservé aux clubs qui sont entre la 15e et la 20e place. Donc voilà, ce serait clairement mon souhait. Et toi, du coup, ton non-populaire, ce serait quoi, Driss ? Moi, je vais me diriger vers les postes de BU doublés. On a eu Isaac Ekitike, on a eu Delap et João Pedro, et on a eu Newcastle, Wissa et Voltoma 2. Il y a eu Sesco Cunha aussi. Ouais, mais Cunha, vu que ça jouait à 3 en triangle devant, ça allait. Mais Sesco, il est à la ramasse. Bref. Et non, mais je trouve que ça met pas en valeur les joueurs qui sont recrutés. Il y a tellement de potentiel, par exemple chez Ekitike. Et moi, je suis dégoûté qu'il puisse pas être à 100% dans sa mission plutôt que de penser aussi à la concurrence. Des fois, c'est bon, mais des fois, je pense que ça tue certains joueurs. On n'a pas eu l'exemple pour l'instant, mais je pense que sur une saison entière ou sur un contrat en globalité, ça peut vraiment flinguer certains joueurs. Et ben moi, mon unpopulaire pour finir, vous avez critiqué Xavi Simons. Pour moi, il marquera plus de buts qu'Eberechi Eze. Parce que voilà, Eberechi Eze, il a 4 buts aujourd'hui, dont 3 buts contre Tottenham. Ouais. Et honnêtement, faut être objectif. La première partie de saison d'Eze, elle est réussie parce qu'il met triplé dans le derby. Donc quand tu es supporter d'Arsenal, forcément, tu mets de côté qu'il n'est pas si bon dans les autres matchs et qu'il joue peu. Parce que là, il joue plus trop depuis quelques matchs. Je crois qu'il n'a même pas fait 1 minute sur les 3 derniers matchs. Ouais. Mais si t'enlèves ce match-là, c'est un des plus gros flops honnêtement du mercato, parce que quand il arrive de Palace, c'est un gros joueur. Donc pour moi, Xavi Simons qui a 1 but par rapport à Eze qui a 4 buts, mais pour moi, Xavi Simons marquera plus de buts que lui cette saison. Ça annonce une grosse deuxième partie de saison de Tottenham du coup. Ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, une deuxième partie de saison en Première Ligue qui sera sympa, j'espère.